La suite de BFM Story, j'ai invité Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir. Vous signez ce livre de l'islam et des musulmans, réflexion sur l'homme, la réforme, la guerre et l'Occident aux presses du Châtelet. Tariq Ramadan, vous êtes Charlie. J'ai eu beaucoup à m'exprimer là-dessus et j'apporte de la nuance à ceci. J'aimerais qu'on définisse ce que l'on entend par Charlie, parce que s'il s'agit de dire que nous sommes pour la défense des droits à l'expression, la liberté d'expression, et puis dans la condamnation, ce qui a été finalement le message de ces millions de personnes qui sont descendues dans la rue, de ceux qui a traversé le monde, c'était de dire nous refusons d'avoir peur et nous refusons le meurtre et nous sommes pour la liberté d'expression et de ce point de vue-là, je n'ai aucun problème. Maintenant, s'il s'agit de dire que je soutiens l'humour de Charlie Hebdo, ce qui a été produit ces dernières années, non. Je garde les mêmes positions que celles qui furent les miennes. Regardez, qui est sorti donc mercredi, ce nouveau numéro de Charlie, vendu à déjà plus de 2 millions d'exemplaires, mais ce n'est pas terminé en France. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est exactement dans la ligne de ce qui a été fait. Tout est pardonné. C'est plutôt un prophète sympathique, j'ai envie de dire. Non, mais vous savez bien que dans la tradition musulmane, on ne caricature pas le prophète. Mais c'est quoi Attendez, je vous arrête là parce que quand on interroge les historiens, ils vous disent que cette tradition musulmane, finalement, elle n'existe pas, puisque quand on regarde des peintures du XIIe, du XIIIe ou du XIVe siècle, Mahomet est représenté. Oui, mais d'où vient cette idée qu'on ne peut pas représenter le prophète Mahomet? Non, c'est pas simplement le prophète Mahomet, c'est tous les prophètes. C'est une opinion largement majoritaire. Ah, c'est une opinion? Non, largement majoritaire parce que justement, c'est pas dans le Coran. Non, mais ce sont des interprétations. C'est pas dans le Coran. Non, c'est pas dans le Coran, mais c'est pas dans le Coran. Non, mais attendez, non, mais c'est important de le dire. Non, mais attendez, parce qu'on a tué des gens pour cela. Non. Mais c'est pas ça, il s'agissait pas de l'avoir caricaturé, c'est de s'être moqué qui a été plus le problème que la caricature. C'est-à-dire, c'est la caricature et la moquerie qui s'y ajoutent. Maintenant, l'opinion majoritaire... Donc on n'a pas le droit de se moquer, selon vous, d'une croyance, en fait. Non, on peut se moquer. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Ce que je veux dire, ce que j'explique, ce qui a pu être le justificatif. Et l'opinion majoritaire, qui n'est pas l'opinion exclusive, c'est qu'on ne représente pas les prophètes pour justement éviter l'idéalisation de l'humain et préserver la foi dans le transcendant, donc pas de représentation. Et la deuxième des choses, c'est que dans la tradition musulmane, mais c'est vrai aussi dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne et dans toutes les philosophies spirituelles, c'est qu'en général, on ne se moque pas du religieux. Et donc, en l'occurrence, c'est ceci qui a été utilisé comme justificatif par les courants quand on a eu les caricatures au Danemark ou même, par exemple, dans la moquerie telle qu'elle avait été perçue dans le livre de Salman Rushdie. Et donc, ma position par rapport à ça, c'est de dire ceci, il faut laisser la liberté d'expression et condamner ces attitudes-là. Et je voudrais vous montrer d'autres images, celles que l'on a de certains pays musulmans au Pakistan, mais aussi cette deuxième ville du Niger, Zinder, où des manifestations étaient organisées. Le centre culturel français a été incendié en réponse à cette nouvelle caricature de Mahomet. Regardez ces images. Là, c'était, donc on l'a compris, à Jérusalem. Finalement, dans ces pays musulmans, on se mobilise contre une caricature, on se mobilise moins pour dénoncer le terrorisme. Oui, mais parce que je pense qu'il faut qu'on comprenne quels sont les termes. L'idée qui se passe au Pakistan, c'est effectivement l'Occident nous attaque, donc on réagit. Et de ce attaque avec des crayons, pour le... Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais c'est comme ça que c'est perçu. Et moi, vous savez, après les caricatures danoises, je m'étais rendu à Karachi et j'étais au Pakistan et j'avais discuté avec des responsables religieux en disant que ce qu'ils appelaient à faire dans la rue n'était absolument pas la bonne réponse. Et donc c'est à nous aujourd'hui, occidentaux musulmans, de montrer l'exemple, c'est-à-dire de prendre cette distance critique et d'être aussi le pont avec le monde majoritairement musulman, parce que ce qui s'est passé au Niger n'est pas acceptable. Brûler des centres culturels ou manifester de cette façon-là. Notez, manifester. On peut manifester, ils peuvent le faire. On a le droit de trouver que cette caricature est désagréable. Exactement. Bien entendu, c'est le débat, c'est la liberté d'expression, justement. Voilà, exactement. Et le but, en l'occurrence, c'est justement qu'il n'y ait pas de morts, parce qu'à l'époque des caricatures au Danemark, il y avait eu des morts. Donc là-dessus, c'est ça qu'il faut éviter. Mais ça veut dire quoi, Tariq Ramadan? Ça veut dire que l'islam doit faire sa propre révolution interne, son autocritique? Non, c'est encore une fois, je pense... Parce qu'on a l'impression que l'islam est quand même très divisé sur l'interprétation des textes, sur
Bon, on va pas revenir sur les chiites et les sunnites qui s'affrontent en ce moment même. On a l'impression que l'islam est très divisé et que l'islamisme radical est en train, peu à peu, de s'imposer, ou en tout cas d'imposer sa terreur aux musulmans eux-mêmes, même en France. Alors justement, c'est là où il faut savoir que ce phénomène existe, mais il faut proportion gardée. C'est-à-dire ça n'est pas majoritaire. Ce sont des l'islamisme radical n'est pas majoritaire. N'est pas majoritaire, on le sait, tous les gouvernements vous le disent. On le sait, mais c'est celui-là qui pose problème. Mais ouais, c'est celui qui fait parler de lui. Oui. C'est celui dont on parle aujourd'hui parce qu'il terrorise. Maintenant, ce qu'il faut, et ça c'est mon travail dans le temps long, c'est de faire un travail à partir de la diversité des interprétations sur les textes. Donc il ne faut pas dire comme ceci très facilement l'islam doit faire sa révolution. Ce qu'il faut faire, c'est appeler les musulmanes et les musulmans à faire un travail d'interprétation à l'intérieur, un travail de dialogue communautaire, c'est important, et de voir aussi ce qui a évolué. Parce que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, c'est que ce qui est en train de se passer sous nos yeux aujourd'hui est en train de nous faire perdre de vue la longue évolution historique sur les 50 dernières années, avec une production en matière de pensée musulmane, en matière de réflexion légale extrêmement intéressante. Les musulmans d'Occident aujourd'hui n'ont pas de problème avec la laïcité, n'ont pas de problème avec le fait d'être des citoyens, n'ont pas de problème à se retrouver au service militaire. Il faut quand même réaliser que sur 50 ans, ces réponses-là sont venues et qu'elles ont évolué. Vous dites, Tariq Ramadan, le paradoxe, c'est que jamais les musulmans en Occident n'ont été aussi bien intégrés, notamment au mode de vie occidental. Ce que je dis, c'est que l'immense majorité silencieuse est en train de réussir en très peu de temps, historiquement, sur une séquence historique. Dans les migrations, 2 générations, c'est pas grand-chose. Et est en train de réussir ceci. Alors, vous voyez, les Français non musulmans n'ont pas toujours ce regard. Il y a ce sondage pour IFOP qui dit 40% des Français, c'est quasiment une majorité, pas loin en tout cas, pour 40% des Français, la présence d'une communauté musulmane en France est plutôt une menace pour l'identité de notre pays. Alors, il y a 2 responsables à cela. La première, c'est la responsabilité des citoyens de confession musulmane eux-mêmes, qui doivent faire psychologiquement le contraire de ce à quoi ils sont amenés presque naturellement, à savoir il faut qu'ils soient présents. Il faut qu'ils aient une visibilité dans le discours, une visibilité dans leurs professions respectives, une visibilité, mais qui consiste à ne pas être en France ceux que l'on n'entend que quand on parle d'islam. On doit les entendre parler de l'éducation, du chômage, de tous ces problèmes qui nous concernent tous en France. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément responsable de ça, c'est aussi la couverture journalistique. Parce que vous faites votre métier. Et votre métier, qu'est-ce que c'est? C'est de parler des événements quand les choses ne vont pas. Et à force d'avoir des éléments qui ne vont pas, eh bien on a une perception qui est négative. On sait aujourd'hui en termes de pourcentage que c'est dans les zones périurbaines que le rapport à l'islam est le plus conflictuel, c'est-à-dire et c'est là où il y a le moins de musulmans. En d'autres termes, c'est là où il y a moins de musulmans, mais plus de médias. C'est-à-dire que le seul contact avec l'islam, il est à travers les médias qu'on a le plus peur. C'est pourquoi il faut aujourd'hui que vous, en tant que journaliste, vous parliez de l'islam non pas simplement en temps de crise, mais comme participant de l'identité française avec tout l'apport et la valeur ajoutée. Ce serait bien que vous le fassiez plus. Pourquoi ces jeunes, selon vous, sont fascinés par le côté le plus obscur et fanatique et violent de l'islam ? Alors il y a plusieurs raisons. Là c'est vrai qu'il y a des causes objectives qui sont d'abord il y a par rapport à eux le sentiment d'une société qui ne le reconnaît pas. Donc il y a des vraies frustrations. La deuxième des choses, c'est que quand vous êtes mal psychologiquement, souvent la réponse qui est la plus attractive, c'est la réponse manichéenne. C'est-à-dire nous sommes les bons et ils sont les mauvais. Vous savez, le point commun entre tous ceux qui ont été impliqués dans ces actes terroristes, tout statut social confondu, c'est-à-dire ceux qui avaient des doctorats comme ceux qui étaient à la marge sociale, comme ceux qui ont été impliqués dans les meurtres français, il y a un élément qui est tout à fait révélateur. C'est le moment où ils rentrent dans la religion et le moment où ils attaquent, c'est des périodes de 2 semaines, 3 semaines à 1 mois. C'est-à-dire que c'est en fait un basculement. C'est une compréhension de l'islam qui est censée de leur donner une pureté religieuse en quelques jours, en quelques semaines. Et ça, c'est un élément qui indique là qu'il y a un manque d'éducation et une recherche de salut dans l'immédiateté. C'est ça qu'il faut aujourd'hui considérer. C'est ce que dit Régis Debray. D'ailleurs, il dit la religion sans culture religieuse, c'est dangereux.
Il a parfaitement raison. Et ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est un long processus. Nous avons un déficit d'éducation dans nos écoles sur le fait religieux. Et nous avons un déficit dans nos différentes communautés de tout ce dont nous sommes en train de parler, de vraie culture religieuse. Quand vous dites on manque d'éducation aux religions à l'école, c'est-à-dire que l'école publique, l'école laïque, doit aussi enseigner les religions, expliquer les religions? Le fait religieux. Le fait religieux. Bien sûr, pourquoi? Parce vous savez que parfois les professeurs sont un peu réticents parce qu'on dit c'est la laïcité et à l'école, eh bien on laisse sa religion à la maison. Mais ils doivent laisser leur religion à la maison. Mais ils doivent enseigner le fait religieux. Parce que on enseigne le fait culturel, on enseigne le fait artistique. Et pourquoi est-ce que c'est important? Vous savez, l'un de mes plus grands problèmes en Occident, du fait que je suis un musulman qui l'affirme, c'est souvent que j'ai affaire à des chrétiens qui ne connaissent même plus leur religion, qui ne connaissent même plus leurs références. Et il y a en psychologie quelque chose d'extrêmement simple. Plus vous êtes en doute vis-à-vis de vous-même, plus vous avez peur de quelqu'un qui vous semble s'affirmer par rapport à lui-même. Donc nous avons à enseigner le christianisme, nous avons enseigné le judaïsme, nous avons enseigné l'islam et le bouddhisme aussi, et l'hindouisme. Une culture religieuse de la diversité permet de vivre mieux la diversité au quotidien. On a un journaliste en France qui s'appelle Philippe Tesson, un journaliste très connu, qui est au cœur d'une polémique parce qu'il a dit ceci. Ce sont les musulmans qui mettent en cause la laïcité, ce sont les musulmans qui amènent, je le cite, la merde en France aujourd'hui. Ben écoutez, c'est pathétique d'entendre des choses comme ça, c'est sidérant et atterrant. Est-ce qu'il ne reflète pas ce que pensent peut-être pas mal de Français? Non, je ne pense pas. Je pense que ceci, c'est une dérive d'un intellectuel. La France, encore une fois, il y a des Français qui peuvent être attirés par le racisme, mais la France n'est pas raciste. Et la France, elle a une tradition. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous tous, c'est-à-dire tous les Français, comme d'ailleurs tous les Européens, où nous comprenons que nous avons ce à quoi j'avais appelé il y a 15 ans, un nouveau nous. C'est-à-dire que nous comprenons que nos ennemis sont communs. Que ce discours-là, il est autant le discours ennemi de vous que du mien. C'est-à-dire qu'il parle de musulmans, mais il doit être votre ennemi, parce que c'est quelqu'un qui décrit l'autre comme celui qui amène ce qu'on a connu, le discours xénophobe. Donc en l'occurrence, moi je vais lui répondre en lui disant, écoutez, depuis tellement de temps, nous appelons à ce que la laïcité soit appliquée totalement, complètement et égalitairement dans ce pays. Que le vrai problème, c'est pas les musulmans qui contestent la laïcité, c'est qu'on leur imposerait une laïcité à géométrie variable, qu'on l'applique telle quelle pour tout le monde. Un exemple? Pourquoi les musulmans, on n'applique pas la laïcité pour c'est les lieux de culte, par exemple? Les lieux de culte, le fait que... Mais la confiance qu'on a vis-à-vis des citoyens. Je n'arrête pas de répéter qu'en France, quand vous venez avec de l'argent saoudien, vous avez beaucoup plus de facilité de construire un lieu de culte que si vous venez avec de l'argent citoyen. Il y a un manque de confiance. Mais même sur les questions de l'identité, des lieux de culte, de la formation, de l'institutionnalisation. La formation des imams, elle doit être assurée par qui? Par l'État, comme certains le préconisent, ou ce sont musulmans de régler leurs problèmes? Non, non, ce sont les musulmans qui doivent prendre en charge la formation de leurs imams, mais l'État, comme il l'a pu le faire pour le judaïsme, comme il l'a pu le faire pour le christianisme, doit accompagner un processus, tout simplement. Merci Tariq Ramadan. À suivre l'émotion, mais aussi l'engagement aux obsèques de Charles, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, cérémonie à Pontoise où habitent ses parents. Des responsables politiques y assistaient, notamment Pierre Laurent, très ému, le secrétaire national du Parti communiste, qui sera mon invité ce soir. Et puis nous ferons le point sur les enquêtes à Paris et en Belgique, la lutte contre le terrorisme avec Dominique Rizet et puis l'avocat Thierry de Montbrial. À tout de suite.